Bonjour à tous, bienvenue à la table ronde que j'ai le plaisir d'animer concernant les techniques du curage rétropéritonéal dans les tumeurs germinales métastatiques du testicule en situation post-chimiothérapie. Alors permettez-moi de vous présenter brièvement le panel d'experts que j'ai choisi de réunir autour de cette table virtuelle. Le professeur Pierre-Henri Savoie, qui est chef de service d'urologie à l'hôpital Sainte-Anne à Toulon, le docteur Thibaut Murez, qui est chirurgien urologue au centre hospitalier de Montpellier et qui dirige le groupe OGE du comité de cancérologie de l'affût, et le docteur Cédric Lebac, qui est chirurgien urologue au centre hospitalier universitaire du Kremlin-Bicêtre à Paris. Alors, la prise en charge des tumeurs germinales métastatiques du testicule est de nature, comme vous le savez, multimodale. Elle est bien entendu basée sur la chimiothérapie à base de sel de platine, qui a plusieurs décennies maintenant totalement révolutionné le pronostic de cette maladie, mais également sur la lymphadenectomie rétropéritonéale, qui est une procédure chirurgicale exigeante et dont finalement la rigueur technique de réalisation est le garant d'une survie spécifique qui aujourd'hui dépasse 80% à 10 ans. Alors, cette chirurgie est maintenant de réalisation relativement ancienne et pour autant aujourd'hui subsistent des questions. Et en particulier, au premier rang desquelles figure la question de la voie d'abord chirurgicale, et en particulier la place des voies d'abord mini-invasives, et en particulier robots-assistés. Et je laisse la parole au professeur Pierre-Henri Savoie pour aborder ce sujet. Bonjour, je suis Pierre-Henri Savoie, urologue à l'hôpital militaire de Toulon. Je voulais remercier tout d'abord Xavier de m'avoir proposé de vous faire un point en 2020 sur les voies d'abord mini-invasives, encore relativement peu répandues, nous le verrons, dans les lymphadenectomies rétropéritonéales post-chimiothérapie. C'est pourtant une chirurgie qui est promise à un avenir durable, puisqu'elle représente la base du traitement des masses résiduelles après chimiothérapie dans le cancer du testicule. Donc, quand on reprend les indications des lymphadenectomies rétropéritonéales dans ce cancer, eh bien, chaque contexte carcinologique ici schématisé a un rationnel qui s'inscrit dans une séquence par rapport à l'orchidectomie, bien sûr, mais aussi par rapport à la chimiothérapie, quelle que soit la lymphadenectomie, qu'elle soit faite en première intention ou, comme cela nous concerne aujourd'hui, après chimiothérapie. Outre les impératifs qui leur sont propres, vous savez que la difficulté de ces chirurgies va croissante au fur et à mesure qu'on va se décaler vers la droite du schéma. C'est pourquoi la première laparoscopie a été proposée pour un curage de stadification, espérant diminuer la morbidité de ces gestes chirurgicaux qui pouvaient atteindre jusqu'à 32% chez des patients pourtant jeunes. Donc progressivement, les voies d'abord se sont étendues aux autres stades, en dehors des chirurgies de sauvetage qu'il n'est pas raisonnable d'envisager par voie mini-invasive. Puis, avec l'apparition du robot, eh bien, il s'est logiquement intégré dans ces schémas thérapeutiques. Donc, quand on fait le point sur les lymphadenectomies post-chimiothérapie, le sujet du jour, j'ai exclu les séminomes purs dont la résection post-chimiothérapie est réputée plus difficile. Ils sont logiquement absents des séries laparoscopiques et robotiques. Pour autant, cette chirurgie reste, même pour le tumeur germinal non séminomateuse, complexe, délicate en cellio. Et en 2020, c'est clairement la chirurgie robotique qui monopolise la plupart des publications. Et pour autant, son caractère mini-invasif n'autorise pas de compromis technique. Et c'est pourquoi je vous fais un petit rappel sur les exigences techniques qui doivent rester identiques. C'est-à-dire que le curage bilatéral, vous le savez, quand il est complet, a longtemps été considéré comme le standard. Et s'il est choisi par voie célioscopique, ces limites devront être respectées dans tous les cas, avec notamment une libération complète de l'aorte et de la veine cave en postérieur, qui conduira souvent au sacrifice des vaisseaux lombaires, qui devront être clippés aussi par voie célioscopique en faisant une chirurgie un peu complexe. Tout du moins, l'approche unilatérale des curages modifiés qui permet de conserver l'intégrité des afférences contralatérales semble être une indication qui est plus adaptée à ces voies d'abord mini-invasives, et la célioscopie le sait, les célioscopiques le savent bien.
parce que les patients sont de toute façon moins graves. Vous savez que l'indication est retenue quand les masses résiduelles sont inférieures à 5 cm, homolatérales au testicule, sans atteinte de l'espace inter-aorticocave. Donc, a priori, des procédures moins longues et pour des patients moins graves. Il faudra cependant bien noter qu'il ne faut pas faire de concessions. Si la voie cœlioscopique est décidée, il faut anticiper les éventuels sacrifices d'organes ou de vaisseaux. Nous le verrons avec Cédric tout à l'heure. Ça peut quand même atteindre 30% des indications. Alors, pourquoi proposer ces voies d'abord mini-invasives dans des dissections qui sont réputées difficiles? Eh bien, parce que la morbidité de la voie d'abord de la voie ouverte, est parfois discutable, avec jusqu'à 50% de fibrose dans les masses résiduelles qui sont retrouvées. C'est pour ça que suite à 92, on a attendu un petit peu de temps pour voir les premiers robots, le premier robot en 2006, et puis progressivement les indications sont élargies avec l'amélioration des techniques, et toute la question du jour est de savoir si cela est faisable, si c'est sûr techniquement, si c'est valide carcinologiquement, et faut-il sélectionner les patients. Alors, je vous confirme que la faisabilité, même dans cette indication, ne fait plus vraiment débat, notamment avec cette revue de la littérature de Ray publiée en 2020. Mise à jour par mes soins ici, on voit qu'elle répertorie dans cette indication exclusivement plus de 100 patients traités par chirurgie robotique, et nous verrons que les résultats sont acceptables. Donc, développée depuis l'expérience cœlioscopique, je ne peux éluder la voie latérale, même si elle rentre en compétition avec les cœlioscopies, parce qu'elle représente la majorité des patients publiés, notamment dans cette série de Lee, qui est une grosse série qui apporte près de 30 patients à la littérature déjà connue de façon rétrospective. Pourtant, elle a des inconvénients, elle impose un changement de position pour l'essurage complet, mais comme vous le voyez, elle remplit le contrat, me semble-t-il, au niveau de l'exposition. Donc, plus intéressant, personnellement, je suis séduit par la technique en Trendelenburg. Elle s'adapte, comme vous pouvez le voir sur les schémas du haut, à tous les robots, permet de traiter le patient sans changer le robot ni le mobiliser, juste avec un dédocking, que ce soit pour un courage droit, gauche ou interaorticocave. Donc, elle s'appuie sur une exposition qui me paraît avantageuse, en suspendant le péritone après une incision d'éviscération à la paroi abdominale antérieure. Et ça donne, comme vous le voyez, un très bon jour sur la zone d'écurage, même s'il est vrai que la zone difficile de dissection est un petit peu la clé de cette intervention, c'est les pédicules rénaux, et que là, on est aux confins de la zone d'exposition. Pour autant, on peut dire que cette photo en fin de procédure paraît là aussi remplir le cahier des charges. Au terme de cette revue de la littérature, on peut dire que la faisabilité est validée, et les promoteurs vantent même que la vision en 3 dimensions et la préservation des fibres du plexus hypogastrique inférieur ici représenté est améliorée avec cette technique. J'avoue qu'après avoir visionné les films personnellement, je trouve qu'il faut quand même une certaine expertise, déjà en ouvert, mais encore plus en cœlioscopie, pour comprendre un petit peu ce qui se passe. En termes de morbidité, qu'en est-il? Eh bien, la conversion est rare. L'éjaculation intégrale est majoritairement conservée, même si c'est vrai que dans la majorité des séries, c'est des curages modifiés qui le réalisent. La morbidité périopératoire semble comparable à la voie ouverte, avec des durées opératoires, des taux de complications majeures comparables. Selon Pierce, en 2017, dans European Urology, le taux d'acide chileuse initialement très critiqué est moins fréquente maintenant avec l'amélioration de la technique, atteignant quand même tout 4% des séries. Le taux de transfusion est, comme la durée de drainage et d'hospitalisation, sont réputées plus courtes à l'avantage de la laparoscopie, on s'en doutait. En termes de sûreté carcinologique, pour le coup, concernant les résultats, il y a beaucoup plus de données dans la littérature sur la voie laparoscopique, et je me suis appuyé sur une étude qui est la seule qui comparait les 2 voies d'abord, sans montrer de différence significative, pour vous exposer plutôt ces résultats présents dans cette revue de la littérature. Ayez quand même conscience de la limite de cette analyse, les effectifs sont faibles, le recul est faible, et les résultats sont tous issus de centres experts, et donc sont-ils reproductibles? Là est la question.
Le taux de récidive tumorale, vous le voyez, est plutôt à l'avantage de la laparoscopie avec un biais de sélection évident. Le taux moyen de récidive sur maladie est relativement proche, 76,6 mois quand même au bénéfice de la laparoscopie là encore. Pour la survie globale, c'est pas significatif, mais ça va plus à la voie ouverte. Par contre, ce qui est vraiment clair, c'est que dans les séries, les patients présentent des ganglions, des récidives des masses tumorales beaucoup moins volumineuses, 2,2 cm en médiane par rapport à 6,8 en voie ouverte. Certains reprochent les effets délétères possibles du pneumopéritoine, possiblement responsable de carcinose diffuse, la possibilité aussi de lésions incontournables, mais pour l'instant, ce n'est pas prouvé, incontrôlable, pardon, des gros vaisseaux, mais pour l'instant, ce n'est pas prouvé. Globalement, pour la sélection des patients, la revue de la littérature de ces 97 patients a des limites elle aussi, 4 séries seulement de plus de 10 patients, le niveau de preuve est donc faible, mais pour autant, majoritairement des stades 2, près des 2 tiers, près des 3 quarts, et même si les résultats sont faussés par la série de Lee qui a fait autant de curage modifié que de curage complet, la majorité des études répertorient des curages modifiés, donc en dehors des mains de Lee. On a tendance à penser que ces patients moins graves, moins volumineux, moins graves avant et après chimio, de meilleurs pronostics sont favorables pour cette chirurgie. Au total, ces procédures entre les mains expertes sont sûres, avec un taux faible de complications, on est d'accord, une courte durée d'hospitalisation. Bien entendu, ces résultats méritent d'être validés dans des séries plus importantes, en prospectif notamment, mais pour autant, elles devront s'intéresser aux critères de sélection qui semblent privilégier les patients de bon pronostic et donc rentrent en compétition avec la voie célioscopique voilà, avant myothérapie. Gardons à l'esprit, dans tous les cas, les d'abord robotiques sont des chirurgies d'experts qui en pratique en France et en Europe sont confidentielles. Quelques centres français notamment seulement s'y aventurent, car en France comme en Europe, eh bien, le curage primaire est peu répandu, ce qui limite l'expérience des opérateurs. Je vous remercie. Merci Pierre-Henri pour cette mise au point très claire. Et nous allons maintenant migrer sur le deuxième sujet que j'ai souhaité que nous abordions ensemble, qui est celui de la limitation des territoires de curage dans la perspective d'une appréhension des indications de cette réduction de territoire, de savoir quelle réduction de morbidité en attendre et pour quelle validité carcinologique. Autant de questions que Thibaut Murez va aborder à présent. Bonjour à tous, merci monsieur le modérateur, merci aux organisateurs du congrès de m'avoir invité à cette présentation qui va essayer de mettre en perspective l'amélioration des résultats fonctionnels des curages rétropéritonéaux post-chimiothérapie avec l'évaluation fonctionnelle de nos patients. Le curage de masse résiduelle part au départ d'un postulat qui est l'évidement d'une région anatomique et non pas le ciblage d'un ganglion pathologique sur une maladie qui va être stabilisée par la chimiothérapie avec des marqueurs qui sont négatifs, le tout évalué par une imagerie et une biologie récente. Les indications seront plus fréquentes pour des tumeurs germinales non séminomateuses que dans le cadre du séminome et heureusement du fait des conditions tissulaires plus confortables que l'on y trouvera, car cette chirurgie va être vectrice d'une morbidité conséquente, et notamment sur le plan fonctionnel, la perte de l'éjaculation qui va être retrouvée dans un pourcentage significatif de cas lorsque le curage est complet et strictement radical. Dans les différentes séries, les pourcentages vont être assez fluctuants. Cette série récente de Gerson retrouvait environ 59% dans les curages radicaux d'éjaculation rétrograde, mais dans d'autres séries, on a pu monter jusqu'à plus de 80%, et pour certains, elle peut être systématique. Quelle sera la conclusion de cette chirurgie de masse résiduelle? Ce sera l'histologie qui va nous guider pour le soin d'après et amener nos patients à la guérison, avec dans 50% des cas une aide au patient qui va se voir indiquer une nouvelle chimiothérapie si on retrouve de la tumeur viable, non tératomateuse. Dans 40% des cas, un patient qui sera guéri également par l'ablation du tératome qui n'aurait été ni chimio ni radiosensible. Et dans 50% des cas, et de façon totalement non prédictible avant la chirurgie, de la fibrose qui ne sera source de fait que de morbidité pour une seule certitude diagnostique. Pour essayer d'améliorer la situation, il faut partir de la neuroanatomie de la sexualité masculine avec les différentes étapes d'érection, d'émission et d'expulsion dans l'éjaculation qui vont dépendre de deux types de fibres différentes.
L'émission du sperme va se faire sur des fibres sympathiques qui vont être du post-ganglionnaire L1, L3 principalement, qui vont générer le plexus hypogastrique supérieur et qui vont être dans le territoire anatomique de notre curage ganglionnaire, étant donné que ces fibres qui naissent en latérocave et en para-aortique vont toutes converger autour de l'artère mésentérique supérieure pour aboutir vers le plexus hypogastrique qui partira ensuite vers le bassin, commander la contraction du col de la vessie et l'émission du sperme. En deuxième étape, on aura une dépendance des fibres parasympathiques qui, elles, vont assurer tout ce qui est contraction périnéale et de l'urètre bulbaire pour assurer l'expulsion du sperme. Et là, on sera dans une phase de l'éjaculation qui sera préservée, quel que soit le geste chirurgical dans le rétropéritoine, mais qui pourra aboutir à une éjaculation sèche si l'émission n'a pas été efficace. Alors pour préserver l'éjaculation, il y a deux philosophies qui vont s'opposer. D'une part, disséquer les nerfs au sein du curage et ne faire aucun compromis sur le territoire d'ablation des ganglions. Et d'autre part, essayer de modifier la zone du curage pour réduire l'impact sur les nerfs en n'allant pas disséquer dans une partie de ces nerfs. Pour ce qui est de la dissection des nerfs, ça va nécessiter qu'on ait une bonne vision anatomique, des outils, des yeux et de la patience pour identifier les nerfs depuis le tronc sympathique, les isoler au sein du curage ganglionnaire, ce qui va être plus ou moins simple en fonction de l'aspect des tissus. Beaucoup plus difficile en cas de réaction d'esploplastie dans le séminome, plus difficile a priori lorsqu'on aura des grosses masses ganglionnaires, et permettre de les isoler, ainsi les conserver jusqu'à la naissance du plexus hypogastrique supérieur. Donc, sur la photo que je vous ai mise là, qui est un curage que j'avais pu réaliser, vous voyez l'évidement complet avec les gros vaisseaux qui sont mis à nu, l'artère mésentérique inférieure qui a dû être sectionnée pour l'exposition, la main qui passe en arrière témoignant de la ligature des vaisseaux. On ne voit pas bien les petites fibres qui arrivent au tronc principal, mais on voit clairement sur les vaisselles loupes le passage du tronc vers le plexus hypogastrique. L'écueil de cette chirurgie, ça va vraiment être la prédiction de la faisabilité. Et du coup, on va être, dans certains cas, dans l'intention de le faire, mais l'impossibilité de le réaliser au final. Et cette faisabilité n'est pas très bien rapportée dans la littérature. Donc, la deuxième philosophie, ça va être de réduire la zone de curage. Et pour ça, on va partir de différentes études. Les premières, c'était de la lymphoscintigraphie. Lymphoscintigraphie qui a été complétée après par cette étude de Donoghue, qui était une des premières évaluations cliniques sur des curages rétropéritonéaux chirurgicaux, mais qui était une époque où le BEP venait de commencer et où on avait des curages qui étaient surtout de la stadification. Donc, ce qui ressortait de cette série de 104 curages, c'était qu'on avait une répartition des ganglions pathologiques différentes en fonction du testicule initialement malade et en fonction du stade auquel on allait s'agresser. Les testicules gauches de stade faible, de A, vont donner des localisations qui vont être principalement para-aortiques et pré-aortiques, un petit peu en suprahilaire, un petit peu en interaortique au cave, mais ne vont habituellement pas donner de crossover, c'est-à-dire pas de lésions devant ou en arrière de la veine cave ou en latéral de la veine cave. Du côté droit, on aura une répartition qui va vraiment être dans le dièdre entre la veine gonadique sur la veine cave et l'artère gonadique sur l'aorte, et donc des localisations principalement précave et interaorticocave. Par contre, on n'aura pas d'atteinte suprahilaire et il y aura quelques atteintes contralatérales. Donc déjà, on peut subodorer la topographie du curage qu'on va vouloir réaliser, mais sur un territoire qui va être surtout vrai quand on va être sur des stades très modérés. Sur d'autres visualisations, on peut avoir les stades 2B, mais on aurait des choses pires encore sur les stades 2C ou les stades 3. Dès qu'on va augmenter l'agressivité de la maladie et la taille initiale des masses, on va se retrouver dans une répartition beaucoup plus aléatoire des ganglions pathologiques et des grosses difficultés à réaliser en sécurité une réduction de la surface du curage qu'on va vouloir indiquer. Ces données qui étaient pré-chimiothérapie ont été confirmées sur des séries de post-chimiothérapie. Donc là, on a celle d'Ehrlich qui est plus récente. Et en post-chimiothérapie aussi, le stade 2A est prédictible avec quasiment absence de ganglions en dehors du territoire principal de drainage de notre testicule initial. Et pour les stades 2B, on commence à dévier. Stade 2C, stade 3, clairement, on est dans une situation où il sera difficile d'être certain qu'on a curé la zone qu'il fallait. Tout ça, ça a amené beaucoup de débats qui ont été initiés il y a très longtemps sur des séries anciennes entre les différentes équipes qui ont cherché à savoir quel était le meilleur compromis entre négliger une partie du curage et donc prendre le risque d'une récidive de la maladie dans le rétropéritoine et préserver au maximum les fibres nerveuses.
Ce qui a été évoqué, c'est une borne au milieu de l'aorte pour délimiter les territoires droit et gauche, et c'est ce qui a été repris dans les recommandations du CCAFU, en sachant qu'il n'y a absolument aucune étude comparative randomisée entre les différents territoires de curage, et que si vous plongez dans la littérature, vous pourrez trouver du pour et du contre qui ira dans votre sens. Ce territoire-là qui est indiqué sur le schéma des recommandations, il a de consensuel qui va assurer un bon compromis entre le risque de ganglions pathologiques laissés en place et la préservation fonctionnelle. Donc la délimitation se fait vraiment sur l'axe médian de l'aorte et on va surtout aller préserver tout ce qui va être pré-aortique à partir de l'artère mésentérique inférieure. Les résultats, ils sont des séries qui sont des représentantes uniquement de centres experts qui ont sélectionné des patients pour être aptes à réaliser ces curages modifiés. Donc, on va avoir des taux de récurrence qui vont être très faibles, de 0 à 5%, des séries avec des patients qui vont être très étalés dans le temps et souvent des séries anciennes, des nombres de patients qui sont assez limités sur la majorité de ces publications, et des durées de suivi qui sont assez courtes, principalement en dessous de 3 ans. 3 ans, ça serait a priori un bon minimum pour avoir l'évaluation de la récurrence. Par contre, on a des préservations de l'éjaculation qui sont très intéressantes, 75% des cas dans les séries les plus anciennes et 90% voire plus dans les séries les plus récentes, sachant que les séries les plus récentes, certaines équipes vont associer les deux approches, réduction du territoire de drainage et dissection du nerf, pour aboutir à la meilleure préservation possible. Cette récupération de nos patients, il faut leur en parler pour pouvoir discuter la balance bénéfice-risque de la préservation nerveuse et de la réduction du territoire de curage. Mais il faut les prévenir que même si on est en intention de la préserver, elle ne sera pas systématique et dans certains cas, elle sera retardée. Le résultat, il sera moins facilement obtenu a priori si on a une masse qui est importante. Et l'éjaculation antérograde, même si elle est préservée, peut être modifiée. On a assez peu de données qualitatives là-dessus, mais dans la série de Jacobson, qui était quasiment aux années 2000, on avait une réduction du volume de l'éjaculat qui bizarrement ne se traduisait pas dans la quantité de spermatozoïdes par éjaculat après l'opération. Donc, il faut avoir une discussion vraiment honnête avec le patient pour qu'il soit partie prenante dans la décision et garder en tête les critères de sélection des patients après la chimiothérapie, qui classiquement sont les critères d'Allen-Reich, où on aura insisté sur une évaluation récente radiologique et biologique, des marqueurs qui sont négativés, une masse qui va être toujours de taille limitée. Le seuil qui a été retenu le plus souvent était 5 cm avant comme après chimiothérapie. Les masses, on ne va les rechercher que dans l'aire de drainage principale, et c'est ça la zone du curage modifié. Donc dès lors qu'on aura une localisation qui va être en dehors de ce territoire, il faudra considérer un curage radical pour ne pas passer à côté de l'information. Et une information, un critère qui se recoupe un peu avec le reste finalement, c'est la catégorie pronostique, où les bons et intermédiaires IGCCCG seront plus favorablement dans ces critères de choix que les critères de mauvais pronostic. Donc, en conclusion, notre population, elle est jeune, elle a un risque d'infertilité qui est déjà propre à son terrain, qui va être en plus péjoré par la chimiothérapie, par l'orchidectomie et le curage. La préservation fonctionnelle est importante, mais elle ne doit surtout pas compromettre le résultat oncologique. Il faut vraiment avoir des critères stricts de sélection des patients, avoir en tête que les séries qui vont vous donner les bons résultats de ces curages modifiés, ce sont des séries avec des patients très sélectionnés dans des centres experts. Le standard, normalement, reste un curage radical. Il faut que le curage modifié soit vraiment une indication sélective. Et il faut bien balancer le bénéfice-risque avec le patient, en sachant que si on n'a pas l'expertise de la sélection des patients ou la réalisation du curage, ce type de chirurgie qui n'est pas fréquente doit, à mon sens, faire partie des chirurgies à ne pas hésiter à référer. Je vous remercie pour votre attention. Merci Thibaut pour la clarté et la concision de ton intervention. Alors, le caractère complet de la résection des masses résiduelles est le facteur pronostic adossé à cette chirurgie. Et cette exhaustivité de résection, finalement, confronte parfois l'urologue à des situations chirurgicales complexes qui nécessitent de réséquer en gestes associés un certain nombre d'appareils qui sont extra-urologiques et donc de s'entourer d'un certain nombre de compétences multidisciplinaires qu'il convient d'anticiper, sujet sur lequel va s'exprimer le docteur Cédric Lebac. Alors, chers organisateurs, messieurs le modérateur, merci pour cette invitation. Donc, moi, je vais vous parler des gestes complémentaires au curage et comment essayer d'anticiper votre procédure. D'abord, les gestes vasculaires. Deux situations générales où on peut se retrouver à faire un geste vasculaire. Soit c'est prévu
sur le scanner préopératoire avec soit une masse ou un thrombus qui envahit le plus généralement la veine cave, soit des chirurgies de rencontre où c'est une plaie réalisée pendant l'intervention liée à une difficulté de dissection. Lorsque sur le scanner, vous avez une extension rétrocave des masses qui englobe la veine cave dans sa totalité, ou des masses qui semblent adhérer intimement à la veine cave, dans ce cas-là, il va falloir prévoir un geste sur la veine cave. Et également, lorsqu'il y a un thrombus au sein de la veine cave, même dans la veine cave, il peut y avoir soit une tumeur viable, soit un tératome mature dans les masses infiltrantes. Donc, trois choses qui pourront être réalisées sur cette veine cave, soit une réparation simple, qui est possiblement accessible à tout un chacun, soit plus difficile, des patchs prothétiques, ou aller jusqu'à un remplacement de la veine cave avec une réimplantation. Globalement, tous ces gestes représentent maximum 10% des cas. Le but de remplacer la veine cave serait de prévenir l'œdème post-opératoire des membres inférieurs et l'insuffisance veineuse chronique. Sur une série de Ehrlich de 78 patients, on voit qu'il y a eu 5 cas où il y a eu une résection de la veine cave avec 3 Gore-Tex et un patch prothétique. Mais surtout, la prothèse cave ne s'avère pas toujours nécessaire, notamment lorsque vous avez d'importantes masses sur le scanner préopératoire. Il peut se développer une circulation veineuse collatérale qui va permettre de sacrifier la veine cave. Vous voyez, sur une série de Edenreich de 160 patients, il y a eu 9 résections de veine cave, 6 reconstructions simples, 3 avec un patch prothétique et une prothèse Gore-Tex. Les gestes vasculaires peuvent également intéresser l'aorte. Globalement, 2% des cas, 6% dans cette série de Kelly de 97 patients. Et dans ces cas-là, c'est la tumeur qui peut envahir la paroi de l'aorte. Et dans ces cas-là, il faut retirer cette tumeur et remplacer l'aorte dans ces cas-là. Plus rare et peut-être plus simple pour les urologues, mais qui doit être de plus en plus rare, c'est la néphrectomie, qui doit être réalisée en cas d'envahissement de la région hilaire par la tumeur, qui était fréquente sur les anciennes séries. Vous voyez, Nash a comparé 2 séries de 90 à 92 et de 2000 à 2002. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est les masses résiduelles qui étaient beaucoup moins volumineuses du fait de la chimiothérapie, probablement. Il est passé de 22% de néphrectomie à 7%. Et sur les séries plus importantes, on est à 5% pour Stephenson, 2% pour 96 curages de Subramian et 4,6%. Donc en gros, entre 2 et 7% de néphrectomie. Ce qu'il faut faire, c'est éviter cette néphrectomie pour le problème des effets toxiques persistants sur le second rein des drogues utilisées lors de la chimiothérapie, en particulier le cisplatine. Stephenson retrouve une insuffisance rénale chronique chez 14% des 647 patients de leur série. Alors, elle touche le plus souvent le rein gauche, 84% des cas, en raison de l'envahissement hilaire lié au drainage lymphatique, se situe initialement plus haut de ce côté. Donc, en gros, une néphrectomie à éviter. Une autre situation pour laquelle on peut être amené à faire une néphrectomie, c'est si on n'arrive pas à réparer une plaie urétérale. Le premier geste à faire, c'est essayer de repérer l'urtère pour s'assurer qu'il est libre de toute tumeur. Et parfois, vous aurez même mis en préopératoire, voire avant la chimiothérapie, une sonde double J qui pourra vous aider à repérer cette urtère. Si, en plus de l'infiltration de l'urtère, il y a un envahissement du HIL, c'est ce qui est arrivé sur la série rapportée par Durand entre 1993 et 2001. Sur 90 curages, ils ont fait une seule néphrectomie et il y avait également un envahissement hilaire en plus de l'urtère. Et Edenreich rapporte 2 cas d'envahissement de l'urtère pour lequel il a fait une résection segmentaire. Bon, c'est des patients jeunes, peut-être que ça fonctionne plus que chez d'autres patients. D'autres organes que vous pourriez être amené à retirer, vous voyez sur cette série de 2016, sur 162 patients, il y a eu 17% de résection complémentaire. Ça peut aller de résection de la veine cave, de l'aorte, comme j'ai déjà parlé, mais également des corps vertébraux, des ganglions lymphatiques rétrocuraux,
la néphrectomie, les pancréas, le foie, tous ces organes peuvent éventuellement être touchés. C'est une chirurgie pour laquelle il faut prévoir suffisamment de temps. Là, il parlait de 7,8 heures en médian, avec des pertes sanguines qui sont en moyenne de 1,5 litre. Donc, vous voyez, il faut vraiment ne pas hésiter à prévoir vos amis pour ces interventions. Alors, les curages pré- ou post-chimiothérapie, des curages de sadification ou des curages après chimiothérapie, évidemment, les curages après chimiothérapie sont plus sujets à des chirurgies complémentaires. Vous voyez, c'est cette série également de 2016. On avait 19% de gestes complémentaires pour les curages après chimiothérapie versus 1% pour les curages de sadification. Et là, ils sont même allés jusqu'à la thoracotomie, les résections intestinales avec une stomie. Donc, il faut également anticiper ce genre de choses. Les chirurgies de rattrapage, 3 situations pour lesquelles vous serez amené à faire des chirurgies de rattrapage, soit pour une chirurgie initialement incomplète, soit pour des rechutes tardives ou les growing teratomas, c'est les tératomes qui poussent pendant la chimiothérapie, raison pour laquelle il faut aussi parfois faire des scanners pendant la chimiothérapie et ne pas hésiter à faire de la chirurgie pour ces growing teratomas. Cette chirurgie de rattrapage est le plus souvent associée à des gestes complémentaires, à la veine cave, la thrombectomie ou la ligature de la veine cave, les gestes sur l'aorte, les patchs ou les prothèses vasculaires, voire néphrectomie. Donc les chirurgies de rattrapage, c'est peut-être celles également où il faudra prévoir d'autres chirurgiens. Alors, 2 papiers pour des facteurs prédictifs. Sur ce papier de 2012 de European, c'est 414 résection de masse résiduelle, 10% de procédures vasculaires majeures touchant la veine cave ou l'aorte. Et dans cette analyse, c'est la taille de la tumeur supérieure à 5 cm qui était indépendamment prédictive d'un geste complémentaire. Et lorsqu'on combine la taille tumorale supérieure à 5 cm et un risque intermédiaire ou élevé de la classification, on a 20% de risque de geste complémentaire. Donc là, sur ce papier, c'est surtout la taille des masses résiduelles supérieure à 5 cm qui doit être retenue. Sur cet autre papier de 2016, c'est le critère post-chimiothérapie, effectivement, qui était plus sujet à des gestes complémentaires, mais également le nombre de comorbidités et l'âge, avec des facteurs moindres, mais qui étaient ressortis sur ce papier, qui était rétrospectif, avec peut-être pas tous les paramètres habituels présents, mais pensez également chez les patients de plus de 35 ans à évoquer avec le patient les gestes complémentaires éventuels. Comment prévoir votre chirurgie? Alors, vous ferez un scanner comme les recommandations l'indiquent 4 semaines après la fin de chimiothérapie. Éventuellement complété d'une reconstruction tridimensionnelle de ce scanner qui permettront d'étudier les rapports des masses résiduelles avec les grands axes vasculaires, mais également les veines lombaires, les pédicules rénaux et la voie excrétrice. Alors l'IRM, si vous pouvez en avoir facilement et rapidement, pourra, elle, mieux étudier l'infiltration de la paroi vasculaire, l'infiltration de la paroi de la veine cave, de l'aorte, ou la présence et la hauteur des thrombus à l'intérieur de la veine cave, en retenant que ces envahissements de la veine cave ou les thrombus sont présents dans 6 à 10% des cas et l'envahissement de l'aorte dans 2% des cas. C'est la raison pour laquelle le recours au chirurgien vasculaire doit être vraiment une sécurité, car comme je vous l'ai dit, soit on le prévoit avant l'intervention, soit on est obligé de le faire en urgence sans l'avoir anticipé pendant l'intervention. Je vous remercie. Bien, merci à tous trois pour la qualité de vos présentations et de vos interventions sur ce sujet très technique. Alors, je vais essayer un mot de conclusion et de synthèse dans le court temps qui m'est imparti. 3 orateurs, 3 topics et peut-être 3 messages. Le premier concernant les voies d'abord. Considérons que le gold standard est toujours la laparotomie médiane, voire bissocostale, mais que un certain nombre d'expériences font état de la faisabilité, de la sûreté et de la validité carcinologique de la voie d'abord robot-assistée, probablement pour des patients qui sont très sélectionnés sur le plan carcinologique. Sélection des patients également qui pourront bénéficier d'une réduction des limites du territoire de curage
Là encore, pour une réduction de la morbidité chez ces jeunes patients de l'éjaculation rétrograde, retenons simplement 75% d'éjaculation rétrograde sur un curage bilatéral versus 20%, très grossièrement, sur le curage unilatéral. Pour des patients, donc, je le disais, sélectionnés, des petites tumeurs inférieures à 5 cm qui effleurent dans le territoire de drainage homolatéral aux testicules concernés, et pour des maladies de pronostic plutôt bon et intermédiaire en IgG3-CG. Enfin, une nécessité d'une planification opératoire extrêmement rigoureuse, planification opératoire qui vise à s'entourer d'un certain nombre de compétences multidisciplinaires, et je pense en particulier à la chirurgie vasculaire, afin de ne pas reculer sur le caractère complet et exhaustif de la réduction de ces masses résiduelles, qui est, rappelons-le, le facteur pronostic le plus important et le facteur pronostic fondamental de cette chirurgie de masse résiduelle. Voilà, je vous remercie de votre attention et nous restons mobilisés pour répondre à vos questions au travers d'un chat qui sera mis en place lors de cette session. Merci encore.